La Faculté de musique organise plusieurs concerts gratuits pendant la saison universitaire. Les étudiants y démontrent l'ampleur de leur talent. Cela relance aussi le débat sur les débouchés potentiels en culture à l'intérieur d'un marché limité comme le Québec. Benoît Archer témoigne de l'inquiétude de ses étudiants. On entend souvent dire qu'il est difficile de percer en musique au Québec en raison de la langue française et du marché restreint. Cependant, les étudiants ne se laissent pas décourager pour autant et il existe plusieurs façons de se trouver un métier dans ce domaine. Différents types d'emplois sont disponibles pour les finissants. Certains vont réussir à percer et vivront de leur art, d'autres se dirigeront vers une carrière d'enseignant. Travailler dans les deux mondes est aussi une possibilité, jouer de son instrument tout en enseignant la musique. Il y a tout un autre circuit aussi d'emplois en musique qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. Et c'est là que la plupart des gens vont aller se placer. Malgré la taille du marché québécois, la plupart des étudiants réussissent à vivre de leur passion tout en réalisant leurs études. Gabrielle Schonk, étudiante du programme de musique de l'Université Laval, joue avec un groupe en plus d'être professeure de chant. Selon elle, l'organisation est la clé du succès. Il y a quand même du travail, c'est juste qu'il faut aller chercher de la job, c'est ça. Fait qu'il faut sortir, aller appeler le monde, se faire des contacts. Fait que si on fait ça, c'est certain qu'il y a du travail à aller chercher. Le programme de musique de l'université offre par ailleurs un cours de gestion de carrière. Ce cours permet aux étudiants de développer plusieurs outils afin de percer et de se trouver du travail après leurs études. On va montrer aussi comment fonctionne une compagnie de disques, comment on peut réaliser nous-mêmes nos propres disques, puis maintenant sous forme de MP3, sur iTunes, etc. Donc, on leur donne un portrait global. L'industrie du cinéma et des jeux vidéo constitue aussi une voie d'avenir pour les musiciens. Une bonne trame sonore participe au succès d'un film. Ces deux industries créent beaucoup d'emplois pour les finissants. Il y a de l'emploi dans le domaine, par exemple, des jeux vidéo, où il y a des gens en audio numérique ici qui vont trouver des stages, qui vont commencer à travailler dans ce domaine-là pour faire des bandes-son. Malgré les difficultés du marché, il est possible de se trouver un emploi et de vivre de la musique au Québec. Plusieurs emplois sont rattachés à ce domaine, que ce soit musicien, technicien, professeur et bien d'autres encore. L'Université Laval offre plusieurs outils à ses étudiants. Il faut toutefois être organisé et persévérer. Benoît Archer pour l'Université Laval. Le sport d'élite occupe une place importante dans les universités. Chaque institution a ses équipes d'étudiants athlètes qui s'illustrent au football, au basketball ou au volleyball. Le Rouge et Or se distingue des autres clubs parce qu'il est le seul à détenir une équipe de plongeon. Marie-Ève Cloutier a rencontré ses étudiants qui n'ont pas froid aux yeux lorsque vient le temps de se mouiller. Danny Boulanger est l'entraîneur-chef de l'équipe de plongeon du Rouge et Or depuis 1982. Il est le seul entraîneur engagé à temps plein dans une université canadienne pour cette discipline. En effet, l'Université Laval est la seule au pays à encore avoir un club de plongeon. Dans les années 80, on comptait environ 25 universités avec un programme de plongeon au pays. Les équipes de l'Ouest ont été les premières à perdre leur club de plongeon. Avec un nombre insuffisant d'équipes dans cette conférence, le circuit de plongeon universitaire a fini par être totalement abandonné. Toutefois, Laval a décidé de conserver son équipe de plongeon. On avait un programme bien établi où on avait des athlètes universitaires et un programme civil qui fonctionnait bien. Ça fait que l'Université Laval a décidé de continuer d'avoir son programme de plongeon. Le club de plongeon du Rouge et Or est constitué d'athlètes de l'université et de jeunes en programme sport-études au primaire et au secondaire. Selon l'entraîneur, le plongeon est un sport qui sort de l'ordinaire. Cette discipline demande d'effectuer des mouvements qui ne sont pas innés chez l'humain. Il faut s'orienter dans l'espace pendant que ça tourne, pendant que tu as la chienne. Donc, il faut lutter contre ce mécanisme de défense-là. Et 50 % de ce qu'on fait, il faut que tu le fasses vers l'arrière en terminant la tête en bas, ce qui est absolument pas naturel. Les plongeurs doivent savoir vaincre leur peur. Félix Gauthier, 11 ans, a réussi à le faire assez tôt puisqu'il a commencé à plonger dès l'âge de 6 ans. Détenteur d'un record canadien au tremplin de 3 mètres, Félix explique qu'avant de plonger, il faut apprendre à sauter. Moi, j'ai commencé à faire des sauts à la plateforme du 5 mètres, du 10 mètres et du 7 mètres. Puis après ça, on commence à faire des plongeons comme des plongeons avant ou des plongeons arrière. Joanie Dubois est passée au plongeon après une blessure en gymnastique vers l'âge de 12 ans.
5 ans plus tard, elle est classée 2e au pays chez les 16 à 18 ans. Elle espère bien participer aux Jeux olympiques un jour. C'est mon objectif, là, depuis que je suis petite. Là. Comme je l'avais en gym, mais vu que j'ai dû arrêter, bien, je me suis dit j'allais dans le plongeon, puis ça va être aussi mon objectif. Là. Pour les frères Maxime et Olivier Morneau-Ricard, il s'agit d'une affaire de famille. Ils ont été initiés à ce sport par leur mère, Hélène Morneau, plongeuse élite au début des années 80 et maintenant juge internationale de plongeon. Ils pratiquent cette discipline surtout pour le plaisir. On adore la compétition, les deux, c'est indéniable, mais en fait, il n'y a pas vraiment de circuit de plongeurs professionnel. Le plongeon, c'est vraiment un sport amateur. Je peux plus dire que c'est un hobby, qu'on fait ça pour le plaisir. Le programme de plongeon de l'université est bien reconnu. L'année dernière, le club du Rouge et Or a été sélectionné par Plongeon Canada parmi les 7 meilleurs clubs capables de fournir des athlètes pour aller compétitionner au niveau mondial. Marie-Ève Cloutier, à l'Université Laval. Jumeler activité physique et financement, c'est le défi que se sont lancés les instigateurs du camp de soccer du Rouge et Or pour les jeunes. Chaque année, les joueurs lavallois accueillent au PEPS des dizaines d'enfants pendant la relâche pour leur apprendre les rudiments de ce sport populaire. Claudie Côté-Chabot a observé ces jeunes talents. Le mini-camp de soccer du Rouge et Or permet depuis une dizaine d'années d'amasser des fonds pour les équipes féminines et masculines de soccer de l'Université Laval. Également, les organisateurs se sont donnés comme mission de promouvoir le sport d'élite chez les jeunes. Offert pour les jeunes âgés de 6 à 14 ans, le mini-camp de soccer du Rouge et Or offre la possibilité aux enfants de profiter d'une semaine de relâche entièrement consacrée au sport. Bien que principalement axé sur le soccer, le camp promeut l'activité physique et des habitudes de vie saines. C'est un camp majoritairement de soccer. Par contre, ce qui est intéressant avec le camp du PEPS ici au Rouge et Or, c'est qu'ils font aussi tout plein d'autres activités. Il y a l'escalade, la trampoline, il y a de l'aérobox, de l'autodéfense, de la piscine. Donc c'est le fun parce que les jeunes, ils font pas juste du soccer de 8 h le matin à 4 h le soir. Là. Le camp est conçu spécialement pour permettre aux jeunes d'améliorer leur technique et de progresser en tant que joueurs de soccer. Les activités sont supervisées par des joueurs émérites du Rouge et Or. La qualité des entraînements est donc assurée. C'est une belle chance pour eux de progresser. On a des entraînements assez diversifiés au courant de la semaine, donc je pense qu'on essaie de les pousser à un autre niveau. C'est quand même assez intensif, c'est 2 entraînements par jour de soccer. Donc nous, on est là pour qu'ils s'améliorent, puis normalement, c'est apprécié de leur part. Outre la promotion du sport et du Rouge et Or, le camp de soccer pour les jeunes est aussi un moyen de financer les équipes féminines et masculines. Les organisateurs espèrent inciter les jeunes à venir assister aux matchs des joueurs universitaires lors de la saison régulière. C'est aussi une source de financement pour le Rouge et Or. Ça nous permet de ramasser des sous. Puis on essaie de donner notre expérience, notre savoir auprès des jeunes qui apprécient beaucoup d'être entraînés par des joueurs du Rouge et Or aussi. C'est repris par l'équipe des couleurs. L'enthousiasme est palpable chez les jeunes du camp. En plus de côtoyer certaines de leurs idoles, le camp leur permet de réelles améliorations par rapport à leur niveau de jeu. Moi, c'était pour m'améliorer au soccer, pour m'amuser surtout pendant la semaine de relâche, puis pour apprendre de nouvelles techniques. Je voulais m'améliorer dans mon soccer à cause que moi, je suis un gardien de but. Là, j'étais pas capable vraiment de contrôler le ballon, mais grâce à ça, je suis capable de contrôler le ballon, puis c'est vraiment le fun. Le camp est une excellente façon d'encourager les jeunes à persévérer dans le sport. Être entraînés par des athlètes de haut niveau leur donne la motivation pour poursuivre dans le soccer. Les jeunes, pour eux, nous, on est des athlètes, puis on est comme des personnalités connues, donc c'est simplement de redonner à eux, puis ils viennent ici, ils sont super contents de se faire entraîner par des joueurs du Rouge et Or. Là. Le nombre croissant d'inscriptions au mini-camp de soccer du Rouge et Or prouve que ce sport gagne en popularité au Québec. En outre, il est une façon d'encourager la relève et une occasion pour tous les petits David Beckham de Québec de rêver le temps d'une semaine d'une carrière internationale. Claudie Côté-Chabot, à l'Université Laval. À tous les 2 ans, des étudiants athlètes de l'Université Laval voyagent de par le monde pour participer à la 2e compétition sportive en importance, les Universiades. Cette année, Laval était représenté par une dizaine d'étudiants à Erzurum, en Turquie. Le Rouge et Or aide à plusieurs de ces athlètes dans le financement et dans l'organisation de leurs études. Cependant, Louis Laherroy a observé que tous n'ont pas bénéficié de ce soutien. Pour se rendre aux universiades d'hiver en Turquie, il faut d'abord étudier à l'université. Mais comme étudiant rime souvent avec petit budget, les athlètes doivent trouver de l'aide pour payer le voyage, qui peut coûter de 3 000 à 4 000 $. Le Rouge et Or supporte ces athlètes, mais si vous ne faites pas partie d'une équipe,
cette aide est beaucoup plus difficile à obtenir. Anne-Frédérique Grenier participe à l'épreuve de demi-lune en planche à neige, un sport pour lequel le Rouge et Or n'a pas d'équipe. L'étudiante en communication publique est aussi la seule de sa discipline à représenter le Canada. Malgré cela, l'Université Laval lui a fourni une aide de 500 $. Ce n'est même pas assez pour payer son billet d'avion. C'est pour ça que je m'attendais quand même à un plus gros soutien de leur part. C'est sûr qu'ils m'ont quand même donné un bon montage, je veux dire 500 $, mais versus ce que ça me coûte, au total, c'est rien. C'est vraiment rien. Selon Anne-Frédérique, l'université a raté une chance d'avoir une visibilité inestimable. Gilles Lépine, le directeur du programme d'excellence du Rouge et Or, explique pourquoi l'université a avantage à supporter ses athlètes qui compétitionnent au plus haut niveau. Dans notre cas, c'est de ramasser des fonds suffisamment pour pouvoir les aider là-dessus. Et bien sûr, on tente au plan des communications d'avoir des liens avec eux autres régulièrement pour pouvoir redonner en termes de promotion, de diffusion, parce que c'est quand même une belle promotion pour l'université d'avoir un de ses étudiants athlètes retenus sur l'équipe canadienne. Donc, autrement dit, les athlètes qui compétitionnent à un niveau international deviennent les ambassadeurs de leur institution. Selon Gilles Lépine, avec des événements bien organisés, ces ambassadeurs représentent un outil de recrutement pour les équipes du Rouge et Or, parce qu'il reflète l'envergure de l'université. Et bien sûr, c'est un rayonnement, c'est de la promotion et ça aide bien sûr quelque part au recrutement parce que ça augmente la fierté des gens, tant des étudiants et même des employés de l'université. Le Rouge et Or était représenté en ski alpin et en ski de fond en Turquie, environ le quart des athlètes de l'équipe canadienne. Le rayonnement qu'ils apportent aide aussi les équipes à recruter de nouveaux athlètes en raison de l'énergie et de la fierté que ces étudiants amènent. Pas de chance pour Anne-Frédérique, il n'existe pas d'équipe de planche à neige chez le Rouge et Or. Elle doit donc se trouver une autre source de soutien pour organiser son voyage. Et où va-t-elle trouver le financement? Dans ma poche. C'est vraiment tout moi qui paye. C'est sûr que ça peut arriver que j'ai certaines bourses de fondation d'athlètes ou des choses comme ça, mais tu peux jamais vraiment compter là-dessus. Tu sais jamais si c'est toi qui vas être choisi ou non. Le mauvais temps et les températures un peu trop élevées à Erzurum-Montnuy aux étudiants de l'Université Laval. La demi-lune, une épreuve à laquelle participe Anne-Frédérique, a d'ailleurs été reportée au cours de la compétition. Notons que le meilleur résultat obtenu par un étudiant de l'Université Laval est une 8e place par le skieur alpin Simon Manella. Quant aux universiades d'été de 2011, elles ont lieu à Shenzhen, en Chine. Louis Lahéroy, à l'Université Laval. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines émissions à Angle Neuf? C'est ce que nous allons découvrir avec Gwendoline Cuvelier. Bonjour Gwendoline. Bonjour Marie-Pierre. Alors, de quoi parlerons-nous dans les prochaines semaines? Alors tout d'abord, nous parlerons d'arts martiaux. Un cours de Kung-Fu a été organisé pour les femmes à l'Université Laval. Une quarantaine de femmes étaient présentes et elles ont appris l'autodéfense. Donc un maître de Kung-Fu leur a appris à déstabiliser leur adversaire dans leur vie quotidienne. Donc le principe était qu'elles viennent habillées avec leurs vêtements de tous les jours et certaines étaient même en chaussures à talons par exemple. Et nous parlerons également d'allergies alimentaires. Oui, différentes hypothèses ont été émises concernant les causes de ces allergies alimentaires. L'une d'entre elles est par exemple notre obsession à l'hygiène. Donc notre corps serait fragilisé par cette trop plus d'aseptisation. Et le 25e championnat international de jeux mathématiques et logiques est présentement en cours et il semble que ça attire beaucoup de personnes. Oui, ils étaient environ 1200 lors de la demi-finale de Québec et il y avait plusieurs niveaux de mathématiques qui étaient proposés. Donc les plus jeunes étaient des élèves de 3e primaire, mais il y avait également de nombreux universitaires. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir autant de facilité à l'école et ce serait notamment le cas chez les garçons. Oui, l'échec scolaire chez les garçons est vraiment un problème. En effet, les garçons ont 2 fois plus de risques que les filles de souffrir de troubles de l'apprentissage. En fait, ce serait le milieu scolaire qui ne leur est pas adapté et ils ont beaucoup plus le besoin de bouger et beaucoup plus de difficultés à se concentrer. Donc, pour remédier à ce problème, il faudrait réenvisager tout le système scolaire. Merci beaucoup, Gwendoline. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Merci d'être avec nous et à la semaine prochaine.